Bonjour tout le monde et bonsoir bien évidemment aussi à tout le monde. Pour certains dans d'autres zones d'horaire. Nous avons le plaisir de vous accueillir au webinaire Alumni de l'IMT qui portera cette fois-ci sur les violences sexuelles en zone de conflit et se focalisera sur les cas de la RDC et de la RCA. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, qui a eu lieu le 19 juin passé, notre alumna de l'IMT, Dr Christine Amici Nozia, qui a fait le master en santé publique en 2012-2013, partagera ses expériences dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles en situation de conflit en partant des actions menées par la Fondation Panzi et l'hôpital général de référence de Panzi. Elle fera le point sur la situation de violence sexuelle en temps de conflit et plus particulièrement à l'est de la RDC et en République centrafricaine. L'objectif principal des webinaires des anciens ou des alumni de l'IMT est de partager l'expertise et les expériences sur un sujet bien spécifique lié à la santé internationale au sein de la communauté des anciens de l'IMT, des étudiants, du personnel, des institutions partenaires et de la communauté plus large de la santé mondiale. Je me permets d'expliquer très brièvement quelques modalités pratiques du webinaire. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez utiliser l'option Q&R en bas de votre écran. Vous pouvez poser une question de manière anonyme si vous le désirez. Les questions seront modérées. Malheureusement, seul un nombre limité de questions pourra être répondu compte tenu du temps. Les questions sans réponse ne pourront pas être traitées individuellement par la suite, dont nous nous excusons d'avance. À la fin du webinaire, un court questionnaire s'affichera et une fenêtre de navigateur s'ouvrira pour partager votre avis. Le webinaire sera enregistré et sera ensuite publié sur la chaîne YouTube de l'IMT, dont vous recevriez un lien par courrier électrique. Notre modératrice d'aujourd'hui est Dr Thérèse Delvaux. Thérèse travaille comme chercheuse senior et experte scientifique à l'IMT d'Anvers. Ses recherches portent principalement sur les programmes et services de santé sexuelle et reproductive de qualité, notamment la santé maternelle, la prévention des IST-VIH, la planification familiale et la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Elle enseigne la santé sexuelle et reproductive dans le cadre du master de santé publique à l'IMT et dans d'autres cours post-universitaires à l'IMT. Thérèse, à vous la parole. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette introduction. Je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi sur ce sujet qui est vraiment un sujet préoccupant et important de la santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes filles et des enfants. J'ai le plaisir donc de vous présenter Christine Amici-Nozia, qui est, comme l'a dit Charlotte, une ancienne alumna de l'IMT, de la maîtrise en santé publique. Elle est actuellement la coordinatrice du programme de réparation des fistules urogénitales et digestives basses à l'hôpital de Panzi depuis 2010. Elle fut en plus secrétaire exécutive de la Fondation Panzi RDC de septembre 2016 à janvier 2022 dans la prise en charge holistique des survivantes de violences sexuelles et sexistes et dans le plaidoyer pour les droits des femmes. Et elle se consacre à la recherche sur les conséquences perverses médicales, psychologiques et socio-économiques qui conduisent à l'exclusion sociale des survivants de violences sexuelles et d'autres femmes vulnérables. Voilà, Christine, je pense que je vais vous donner la parole pour débuter votre présentation et à vous l'honneur. Il faut ouvrir le micro. Oui. Christine, il faut ouvrir votre micro. Oui, je disais merci beaucoup, professeure Thérèse. Là, maintenant, je vais passer par partager mon écran pour la présentation. Voilà.
C'est vrai que pour commémorer la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles en zone de conflit, il nous a été demandé de parler du cas de la RDC et de la République centrafrique. Avant tout, je devais commencer par des témoignages. C'est vrai, ça ne finira jamais. Une histoire ou un témoignage en République démocratique du Congo. On a une dame de 32 ans actuellement. Elle a été violée il y a 15 ans et ses parents, on a forcé son frère à la violer. Puis elle a été emportée en forêt avec son frère pendant 6 mois. Et là, dans la forêt, elle a appris à tuer, elle a appris à voler, elle a appris aussi, puis ils se sont enfuis avec son frère. Dès lors, ce qu'elle m'a dit, ça est un calvaire. Elle essaie de se reprendre. On dirait que c'est un semblant de vie car elle souffre intérieurement. Elle m'a dit, je me suis mariée, mais ça ne finira jamais. Mon mari m'a maltraité, frappé, me privé de la nourriture. Nous avons 4 enfants avec lui. Maintenant, il m'a abandonnée. Je dois survivre avec mes enfants. C'est un malheur qui me poursuit. Docteur Tina, dois-je me suicider? Et lorsque j'étais avec son frère, il m'a avoué, il a dit, chaque jour, je passe au moins 1 heure à observer le lac Kivu, me demandant si je dois me suicider ou pas. J'avais toujours du mal à regarder ma soeur de face. Je me force, mais la vie n'a pas de chance pour moi. Et en République centrafrique, c'est l'histoire d'une jeune dame de 24 ans qui a été frappée, torturée et violée par des rebelles. Là, nous sommes à Berberati, à 489 km de Ban. Les rebelles l'ont tellement traumatisée, frappée, ils ont pensé que la victime était morte. Puis ils l'ont enterrée. Heureusement que la population est venue l'enlever de sa tombe. Elle a effectué un vol grâce à UNA, c'est un vol humanitaire. Et elle a été reçue par le projet Nengo, l'hôpital d'amitié. Là, nous sommes à Bangui et je vous expliquerai ce que veut dire le projet Nengo. Après le semaine de laboratoire, elle a été hospitalisée, elle a suivi tous les traitements, l'assistance médicale, psychologique et tout. Et le programme est obligé même pour des raisons de sécurité de l'héberger en urgence. Et comme elle avait été séparée par sa fille, le projet a pu même réunir la mère et la fille. Et la victime a fait plainte auprès de piliers juridiques et son cas est en cours. Voilà un peu juste le témoignage avant de commencer notre sujet. Et là, qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Quelle est la situation humanitaire? Elle est dramatique. L'espérance de vie, c'est à 60 ans. Le pays est à 80% rural. 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté internationale. Lorsqu'on regarde le contexte sécuritaire, il est toujours instable. Depuis 1996, la RDC est au conflit pérennisé jusqu'à ce jour. Et à l'instant, comme tout le monde le voit, donc il y a encore des conflits au niveau de l'Est, surtout au nord Kivu. Et il y a beaucoup de déplacés internes suite toujours à ce conflit. Et lorsqu'on regarde sur le plan sanitaire, beaucoup de maladies à potentiel épidémique depuis 2020 qui sont actives. Et là, nous voyons par exemple le virus Ebola, l'épidémie de COVID-19, la rougeole, le paludisme, le choléra. Et ça ne s'arrête pas. Si nous focalisons un peu sur les violences basées sur le genre, donc dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous ne cesserons de dire que ce sont des viols avec extrême violence et c'est utilisé comme arme de guerre.
en regardant juste le graphique de notre pays, à l'est, ce sont des sites miniers tels que vous le voyez. Et à l'est, nous avons environ 2951 sites miniers. Et 40% de ces sites miniers, on trouve des groupes armés. Et 40% des femmes et des filles vivent dans ces sites miniers. Pourquoi nous avons dit que c'est viol avec extrême violence? Et il est utilisé comme arme de guerre pour détruire les communautés. Il est d'abord méthodique parce que ce sont des viols en public avec torture et esclavage sexuel. Et deuxièmement, nous disons que c'est massif. Lorsque ces malfrats arrivent dans un village, c'est toutes les femmes du village entier qui sont violées. On les met tous soit dans une maison, dans une chambre, et on fait sortir une à une de cette chambre sur un terrain, on viole en public. Ce sont des viols, quand je dis en public, donc les victimes directes, ce sont des femmes ou même des hommes, parce qu'on viole aussi des hommes. Et les victimes indirectes, ce sont les membres de la communauté. Ces viols sont systématiques, ne tiennent pas compte de l'âge. Qu'on soit bébé de 6 mois, 4 mois, on est violé. Qu'on soit âgé de plus de 90 ans, on est violé. Et je l'ai même dit, ne tient pas compte des sexes. Actuellement, 5% d'hommes aussi sont violés. Quelles sont les conséquences? Quel impact de ces viols avec extrême violence? Nous remarquons qu'il y a le déplacement massif de la population. Plus de 5 millions de la population congolaise est en déplacement. Ils sont en train de fuir la guerre. Ils fuient qu'ils soient encore violés. Nous parlons aussi, deuxièmement, de la réduction démographique. Comment ça? La destruction des organes génitaux de la femme. Et là, ça implique ou ça entraîne l'incapacité à se reproduire. Deuxièmement, nous voyons aussi l'infection à VIH. Là, ça peut entraîner une mort douce parce qu'en milieu rural où on n'a pas accès aux soins, ces gens-là meurent à petit feu. Il y a aussi la contamination de certaines maladies sexuellement transmissibles et ça donne la réduction de la fertilité, ou soit quand aussi on tue la population en masse. Troisièmement, nous avons la destruction économique. Là, nous voyons l'incendie des villages entiers. Il y a pillage, il y a même vol ou pillage de ressources, de ressources naturelles. Et là, ça entraîne une extrême pauvreté. Et quatrièmement, nous voyons la destruction des tissus sociaux au niveau familial et communautaire. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, viol en public, une femme qui se voit violée devant ses enfants, devant son mari, un homme, le mari, se faire violer devant sa femme, devant ses enfants, devant sa communauté, là, nous disons qu'il y a perte de l'identité individuelle et même perte de l'identité communautaire. Et cela entraîne, je vais dire, l'incapacité organisationnelle au niveau de la communauté et ça entraîne en fin de compte l'occupation territoriale parce que les gens sont obligés de fuir et de partir. Et tout ça a le même impact qu'une guerre classique, mais à moindre coût. C'est vrai qu'il y a hausse, depuis 2020, il y a hausse des cas de victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Lorsqu'on regarde les statistiques, et là, je vais parler, la première dame, l'épouse de notre président, M. Félix Tshisekedi, l'année passée dans une de ses conférences, elle a parlé, elle a dit qu'au niveau de notre pays, nous avons 1152 femmes qui sont violées chaque jour. Ce sont les données de la RDC. 1152 femmes sont violées chaque jour en RDC. Mais avec l'hôpital de Panzi et la Fondation Panzi, depuis leur création, jusqu'en décembre 2021, nous avons 75 261 cas de victimes de violences sexuelles.
c'est trop, c'est beaucoup. Et même quand on regarde sur le petit tableau, de 2020 à 2021, en 2020, on était presque à 5800, mais quand on regarde 2021, on est à 7700. Donc, ça ne fait qu'augmenter. Et cette année, bien sûr, les cas vont encore augmenter, surtout avec la situation qui se passe au niveau de Goma, au Nord Kivu. Toujours par curiosité, nous nous sommes dit, quel est le profil des agresseurs et des victimes? Nous avons pris les données des Panzi depuis 2008 jusqu'en 2018. Et là, nous avons trouvé que nous avons 4 profils d'agresseurs. Premièrement, il y a les viols domestiques. Donc, ce sont les gens de la communauté, soit un oncle, un voisin qu'on connaît qui a violé. Nous avons aussi des viols commis par des civils inconnus. Donc, la victime ne connaît pas son bourreau. On ne sait pas d'où est venue cette personne. Il y a aussi, troisièmement, le viol commis par des groupes armés au niveau de notre pays, de la République démocratique du Congo, mais aussi des viols commis par des forces armées congolaises. Et quatrièmement, nous avons des viols commis par des gens qui parlent le Kinyarwanda. C'est là où j'ai mis des viols commis par des rwandophones. Parce que c'est comme ça que les femmes ont présenté. Et lorsqu'on regarde cette graphique, on voit très bien qu'il y a eu un changement après un temps. C'est qu'en 2008, on avait 72% de violeurs rwandophones et 8% de violeurs des civils inconnus. Mais 10 ans après, les violeurs rwandophones, on a 1%. Et des violeurs civils inconnus, c'est 45%. Nous nous sommes posé la question, lorsqu'on regarde ces graphiques, on voit qu'il y a eu un effet miroir. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2012, 2013, 2014? Bon, sur le plan politique, il y a eu peut-être, je peux dire, l'appel des Nations Unies pour l'éradication des violences sexuelles en temps de conflit. Il y a eu des déclarations des chefs d'État membres de la CIRGL pour dire qu'il faut arrêter avec ce genre de choses. Plein de choses se sont passées, mais voilà ce que nous avons observé, qu'il y a eu diminution ou effet miroir. Lorsqu'on regarde le profil des victimes, on voit aussi un effet miroir en 2018 avec les enfants, les adolescents. Là, je vois les adolescents. En 2008, ils étaient à 13%, mais en 2018, ils sont à 35%. Et je confirme encore ces chiffres pour 2021. Les adolescents de 10 à 18 ans, c'est 35% parmi nos victimes. Et les enfants, les petits-enfants moins de 10 ans, c'est de 3% à 6%. Et lorsqu'on regarde l'échelle, on voit très bien que pour les enfants, ça ne fait qu'augmenter. Et en 2021, nous sommes à 6,5% des petits-enfants de moins de 10 ans qui sont victimes de violences sexuelles. On ne s'est pas arrêté là. On a essayé aussi de faire des recherches parce que, en rapport avec ces viols, avec extrême violence, on a vu des conséquences, une nouvelle pathologie que nous, personnellement, on n'a pas vu à l'école. Ce sont des viols des petits-enfants de moins de 5 ans. Et cet article qui est publié déjà dans PubMed, donc dans PLOS Médecine, on peut le trouver là. On a classé cette classification chez les petits-enfants, une classification à 5, et il y a même un traitement adéquat par rapport à ça. C'est pour vous montrer comment ces viols sont vraiment utilisés comme armes de guerre pour détruire des communautés. Quelle est la vision globale du prix Nobel de la paix 2018, le professeur Dr Denis Mukwege? Il dit, c'est de faire de la République démocratique du Congo un état de droit émergent, capable d'entraîner un développement durable et harmonieux, non seulement de la République démocratique du Congo, mais de toute l'Afrique, où toutes les actions politiques, économiques et sociales sont centrées sur l'homme pour restaurer sa dignité. Nous sommes convoités.
notre pays est convoité par des pays voisins, les multinationaux. Nous voudrons à ce que cela, s'ils ont besoin de nos ressources minières, il faut que cela se fasse en harmonie, que ce soit du gagnant-gagnant, mais pas écraser les autres en les tuant ou soit en les faisant disparaître. C'est ainsi qu'au fil du temps, depuis la création de l'hôpital de Panzi et de la fondation Panzi quelques années plus tard, ils ont pu développer un modèle de prise en charge holistique. Et cette prise en charge est basée et focalisée sur 4 piliers. La prise en charge médicale, la prise en charge psychosociale, l'assistance légale, la réinsertion socio-économique pour restaurer la dignité de la femme. Et là, nous faisons aussi des services de qualité centrés sur la personne, donc sur la victime. La victime est au centre, elle donne son choix et c'est elle qui choisit le traitement qu'elle voudrait avoir ou l'assistance. En quoi concerne la prise en charge médicale, c'est comme tout ce que je peux dire que c'est la santé sexuelle et de la reproduction. Mais ici, nous avons cette spécificité de la prise en charge des survivants de violences sexuelles. Il y a la prise en charge, nous faisons la chirurgie des invalidités urogynécologiques, donc la prise en charge des fistules urogénitales et digestives basses et des prolapsus génitaux, et la santé mentale pour toute la population au sein même de tout l'hôpital. Sur le plan médical, nous faisons aussi des urgences humanitaires en cas de viol massif. On fait appel. À tel endroit, on a violé 80 femmes. À tel endroit, on a violé autant de femmes. Ici, j'essaie de vous montrer, par exemple, en 2021, à Kipu-Minembwe, 40 femmes au mois de février ont été victimes de violences sexuelles à cause des atrocités de la guerre. À Bunagana. Par exemple, sur cette graphique aussi, vous voyez même des zones rouges. Hein? Et là, l'équipe de Panzi n'y va pas seule. Nous y allons avec la cour militaire de la République démocratique du Congo, mais aussi avec le bureau conjoint des Nations Unies, donc le BCNUDH, qui accompagne l'équipe lorsqu'ils vont dans de tels endroits à cause de l'insécurité pour assister les femmes qui sont victimes ou les communautés victimes de violences sexuelles. Le deuxième pilier, c'est le pilier psychosocial. Et là, ça commence au niveau de la communauté où il y a des sensibilisations et on fait des références au niveau d'un centre de santé. Et là, c'est le counseling, la psychoéducation et l'orientation. Ensuite, au niveau des hôpitaux généraux de référence, c'est la prise en charge psychologique. Et si cela nécessite en plus la psychiatrie, et là, c'est juste la chimiothérapie. Nous pouvons dire ici sur ce pilier psychosocial qu'il y a plusieurs approches. À court terme, nous faisons les premiers secours psychologiques ou soins immédiats. Il y a les débriefings thérapeutiques ou des thérapies brèves avec de courtes séances, ou soit des approches à long terme. Et là, c'est par exemple la musicothérapie, l'art-thérapie. En plus de cela, nous faisons des visites à domicile pour concilier ou soit faire la réconciliation. Vous voyez, une victime, des fois, elle est chassée par sa famille, la communauté ne veut pas d'elle. Alors, nous essayons de réconcilier les membres de la communauté ou de la famille. Nous faisons aussi des sorties récréatives, pas seulement pour les victimes, mais aussi pour les staffs, hein, parce que le staff aussi est traumatisé de manière secondaire ou soit par fatigue des compassions. Le troisième pilier, c'est la réinsertion socio-économique. Nous essayons juste de donner un nouveau profil à cette femme vulnérable. Ils font plusieurs apprentissages en métier. Il y a des activités génératrices de revenus. Et tout cela, c'est pour essayer de reconstituer la cohésion sociale qui a été cassée suite à ces atrocités. Ce qui m'intéresse beaucoup plus aussi dans ces piliers, c'est lorsqu'on améliore, donc on donne l'éducation aux enfants. Là, vous voyez sur ces images, ce sont des enfants dans des sites miniers, des enfants pauvres, ils ne vont pas à l'école. Mais grâce à un projet de 5 ans de l'Union européenne,
voilà, la Fondation Panzi a pu assister ces enfants et ces enfants mangent même à l'école une fois par jour. Là, ils n'ont plus envie de retourner dans les sites miniers pour chercher des cacahuètes ou de quoi manger. En ce qui concerne les 4 piliers, c'est le pilier légal. Là, c'est juste l'assistance juridique et judiciaire. Pour l'assistance juridique, c'est l'écoute, l'orientation et la conciliation. Et pour l'assistance judiciaire, c'est juste accompagner les victimes au niveau des cours et tribunaux. Et là, il n'y a pas de frais, donc c'est gratis lorsqu'on accompagne ces victimes. Nous avons aussi l'accompagnement, donc la réparation intérimaire avec le Fonds global des survivants en période de conflit. C'est un fonds qui a été initié par le lauréat du prix Nobel de la paix 2018, le professeur Dr Denis Mukwege et Nadia Mourad. Parce que l'État n'a pas encore pris ses responsabilités pour indemniser ses victimes. Là, je vous montre un peu la cartographie. Ici, en rouge, ce sont les tribunaux des grandes instances. Nous sommes au sud Kivu. Tout ça, c'est le sud Kivu. Vous voyez que nous n'avons que 3 tribunaux de grandes instances. Comment une victime qui viendra de ce coin pourrait atteindre? Pas de route, il faut y aller par avion. Et le coût d'avion, c'est vraiment très cher. C'est ainsi que la Fondation Panzi a essayé d'implémenter des cliniques juridiques un peu partout là, juste de proximité, pour essayer d'assister les victimes. Et si ça nécessite aussi un déplacement par avion ou par route, la Fondation essaie un peu de les accompagner. En fin de compte, nous avons aussi un programme, je peux dire, transversal qu'on appelle Badilika. Badilika, ça veut dire, c'est un mot en swahili qui veut dire changement de mentalité. Et là, c'est juste une activité préventive dans la communauté. Il travaille beaucoup plus avec les organisations de la société civile de base, avec des écoles, des coutumiers, comme vous le voyez là-bas, toujours dans le cadre de promouvoir la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Il vulgarise aussi certaines résolutions du Conseil des Nations Unies, les 1325, le 2467. Ils ont créé aussi des clubs au niveau des écoles dans le cas des changements de comportement sur la masculinité positive. Lorsqu'on regarde maintenant en République centrafrique, on trouve aussi que plus de 2 décennies, ils vivent aussi en conflit. Plusieurs groupes armés, beaucoup de déplacés internes aussi, beaucoup de violations des droits de l'homme, beaucoup de cas de violence sexuelle, violence domestique, exploitation sexuelle. Alors, le projet Nengo, Nengo veut dire en Sango, c'est le dialecte local donc, de la République centrafrique, veut dire dignité. Donc, le projet s'appelle Dignité, le projet Nengo. C'est un programme qui est venu en appui au gouvernement de la République centrafrique. Il est sous financement, donc cofinancé par l'Agence française de développement et la Fondation Fabre. Et c'est un projet en consortium avec l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, ensemble avec la Fondation Denis Mukwege, la Fondation Panzi, sous l'élite de la Fondation Pierre Fabre. C'est un projet de 5 ans. Et ces projets, donc c'est la prise en charge holistique, comme je l'ai expliqué, avec les 4 piliers. Ils font aussi des cliniques mobiles pour aller dans certaines provinces et assister les victimes. Nous faisons des formations, des transferts de compétences sud-sud. Nous avons même une équipe expatriée du Congo venant des Panzi qui sont en République centrafrique pour appuyer ce projet. Et en même temps, l'équipe de Centrafrique vient aussi au Congo à Panzi pour apprendre le modèle, la prise en charge holistique. Et on a eu aussi à faire la réhabilitation de l'hôpital de l'Amitié et des maisons de sécurité pour les survivants. Donc, on pourrait dire au niveau local, en République centrafrique, nous travaillons, donc la mise en œuvre est faite par l'hôpital de l'Amitié et l'association de femmes juristes de Centrafrique. Là,
ce projet vient à peine de commencer, il y a 14 mois. Nous avons déjà 2031 cas, c'est aussi beaucoup, et ça parle. Nous avons plusieurs types de violences sexuelles au niveau des violences basées sur le genre en RCA. Et quand on regarde un peu en détail nos statistiques, comme vous le voyez, par pilier, comment est-ce que les dossiers où les victimes sont prises en charge. Et on peut dire aussi qu'on a dû opérer aussi autant de femmes qui souffrent des fistules obstétricales, des prolapsus génitaux et des mutilations génitales féminines. Toujours dans notre expérience, nous avons pensé qu'il était nécessaire de répliquer ce modèle holistique. Pas seulement en République centrafrique ou soit non, en République démocratique du Congo ou au niveau de notre pays de la RDC, mais nous sommes allés même au-delà. Mais au niveau de la RDC, nous avons pris au moins 4 provinces, le Nord Kivu, Sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika, grâce au fonds de la Banque mondiale, par le biais des fonds de la société, des fonds sociaux de la République démocratique du Congo. Et en dehors de la République, nous avons répliqué le même modèle en Centrafrique, comme je venais de le dire. Le même modèle est répliqué en Guinée-Conakry, au Burkina Faso. Il est répliqué en Irak. Et bientôt, il y a aussi une demande pour l'Ukraine. Et nous faisons en même temps des formations et échanges d'expériences dans le pays des Grands Lacs. Quelles sont les leçons apprises? Là, nous pouvons dire que les membres de la communauté ont brisé le silence, la peur, la honte. Ils connaissent déjà que si quelqu'un viole, quelle sentence il aura. En plus, cette prise en charge holistique, c'est une école en matière de violences sexuelles et basée sur le genre. Nous pouvons dire que l'approche holistique est une thérapie totale qui restaure la vie des victimes des jadis. Et là, nous avons pu même créer une chaire internationale Mukwege qui fait juste des recherches interdisciplinaires dans le domaine des violences basées sur le genre. Et là, je profite aussi pour vous dire qu'il y aura le 2e congrès en République démocratique du Congo à Bukavu, à Panzi, du 1er au 3 novembre de cette année. Voilà. Il nous faut la paix pour arrêter tous ces conflits. Quel est le message du prix Nobel de la paix? Il m'a dit ceci: il faut qu'il y ait une stratégie nationale holistique de la justice transitionnelle. Même lors de son discours, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de la paix 2018, il a dit « Il n'y a pas de paix sans justice ». Et c'est vrai. S'il faut répondre à cela, nous avons besoin d'une réponse judiciaire qui est des tribunaux, donc les tribunaux pénals, des chambres mixtes avec des chambres foraines, soit une réponse extrajudiciaire qui est assainissement de l'armée. Et quand on parle de l'assainissement de l'armée, parce que ceux qui étaient des bourreaux, aujourd'hui, ce sont des généraux, ce sont eux qui nous gouvernent, et là, ça ne marche pas, ça ne s'arrêtera jamais. Nous avons besoin de connaître aussi la vérité. Pourquoi on a enterré autant de femmes à Kassika? Pourquoi on a tué autant de femmes dans le Kassai? Nous avons besoin de connaître la vérité. Nous avons besoin aussi de faire le mémoire pour que cela ne se répète pas. Nous voudrons à ce qu'il y ait aussi réparation, que le gouvernement s'implique dans la réparation. Là, c'est pour garantir la non-répétition. Et en fin de compte, le professeur Mukwege, il insiste aussi de vulgariser les rapports mapping des Nations Unies parce que ces rapports a bien dit que tout ce qui s'est passé au Congo, ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide à la population congolaise. En conclusion, nous voulons tout ce programme-là, c'est pour rendre autonomes les survivants de violences sexuelles et basées sur le genre. Nous voudrons restaurer les droits et la dignité des survivants. Nous voulons réhabiliter les communautés détruites par le terrorisme sexuel. Nous voulons dénoncer et lutter contre l'impunité du viol utilisé comme arme de guerre. Chers membres ou chers participants à ce webinaire, le docteur Mukwege l'a dit aussi. Agir, c'est un choix. Un choix d'arrêter ou non la violence à l'égard des femmes,
de créer ou non une masculinité positive qui promeut l'égalité des sexes, de soutenir ou non une femme, de défendre ou non ses droits, de se battre ou non à ses côtés, c'est un choix de construire ou non la paix dans le pays en conflit. Agir, c'est refuser l'indifférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Amici, Christine Amici Notia. Je pense que votre présentation était vraiment très percutante et je vais essayer de modérer les questions et réponses. Nous avons reçu un certain nombre de questions à travers le site questions et réponses. Et donc, la première, c'était par rapport au viol des personnes rwandophones. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait une telle diminution entre 2008 et 2018? Est-ce qu'une hypothèse serait qu'ils aient appris, ces personnes aient appris la langue locale, ou y a-t-il d'autres hypothèses? Vous remettez votre micro, hein, si vous voulez bien. Oui, en fait, nous, c'était juste une observation avec nos données. C'est vrai, les gens peuvent apprendre aussi la langue locale du Congo, quelques temps après, mais comme je l'ai dit, entre 2012, 2013, 2014, on a vu seulement cet effet miroir. Donc, on a vu les victimes, quand ils reportent, ils disent non, ils ne parlaient pas Kinyarwanda, ils parlaient le Lingala. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour cela que pour nous, on a pensé qu'ils ont juste changé de casquette. Parce que les viols commis en 2018 sont presque le même tactique que ce que nous voyons en 2018, en 2022. Actuellement, c'est un viol utilisé comme arme de guerre. Méthodique, massif, systématique. C'est comme ça. Il faudrait peut-être faire des études plus approfondies pour comprendre cela. D'accord, merci. Une autre question, c'était quelle est l'hypothèse pour expliquer l'augmentation des viols chez les enfants et les adolescents? L'hypothèse, en expliquant que le viol est utilisé comme arme de guerre, on essaie de détruire. Je parlais de la destruction démographique, de la réduction démographique. On détruit les appareils donc, génitaux des femmes pour qu'ils ne puissent plus se reproduire. C'est simple. Le fait qu'ils soient transmis par de VIH ou autres maladies sexuellement transmissibles, le fait de s'attaquer, je pense que les psychologues peuvent bien répondre. Surtout, par exemple, nous avons la psychologue Muriel Salmolin. Elle a parlé de mémoire traumatique. Un bébé de 6 mois, lorsqu'elle est violée, même à l'âge adulte, donc elle revit cela même quand elle devient adulte. Qu'est-ce qu'on veut dans tout ça? C'est faire disparaître une population. C'est clair par rapport à ça. Voilà. Alors, une autre question était aussi, quels sont les mécanismes, l'assistance légale qui est mise en place par rapport aux violences sexuelles en RDC? Quelle est la tendance en termes de poursuites judiciaires abouties à l'encontre des perpétrateurs ou trateurs? Oui. Bon, en fait, au début, c'était un peu difficile parce que les femmes avaient du mal à dénoncer. Mais actuellement, nous avons beaucoup plus de femmes qui voudraient vraiment traduire, aller en justice. Mais nous trouvons aussi des défis. Le programme accompagne les victimes gratuitement, dès le début jusqu'à la fin. Mais lorsqu'on regarde nos données par rapport à l'autre, donc ça veut dire que le jugement, on a peu de pourcentage, autour de 20% des jugements. Et on atteint ces jugements beaucoup plus lors des chambres foraines. Parce que je vous ai parlé qu'on n'a que 3 tribunaux de grandes instances. Comment ça va se passer? Donc,
ils ont aussi, donc l'appareil judiciaire est aussi en difficulté. S'il doit aussi se déplacer, faire des chambres foraines, il n'a pas de moyens de le faire. Il faut qu'encore le programme ou d'autres organisations internationales viennent les appuyer pour se déplacer et aller pour donc juger des cas de victimes de violences sexuelles. Ok, merci. Une autre question aussi, c'était par rapport à en cas de viol massif, comment procède la Fondation Panzi dans ces cas-là, en termes spécialement de collaboration avec les organisations humanitaires qui sont sur place en RDC, dans le Sud Kivu, comment est-ce que ça se passe, cette collaboration avec les organisations déjà en place pour la prise en charge holistique des victimes de violences? En fait, merci pour cette question. En cas de viol massif, c'est que quand j'ai montré même les slides, il y a des zones rouges, on ne sait pas y aller. Avec les organisations internationales, pour ceux-là qui sont prêts à y aller, nous allons avec eux. Je me rappelle qu'en 2014, nous avons été avec IRC, dans le Mwenga, mais on a été aussi accompagné par la BCNUDH, donc le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. Et soit on a des appels, soit c'est même le BCNUDH qui appelle, qui dit que non, on vient de recevoir un tel message à tel endroit insécurisé, il y a eu viol massif. Et là, on essaie de voir la cour militaire du Congo qui nous accompagne. Donc, vraiment, nous y allons en équipe avec des autres organisations comme Trial. Nous allons au terrain avec Trial, d'autres organisations aussi qui y vont. Dans le temps, on allait aussi avec ABA, qui peut aussi accompagner. Donc, ils vont tous. Et il y a même ce qu'on appelle la task force de toutes ces ONG internationales qui interviennent dans la justice. Et là, ils y vont ensemble. C'est une task force. Ils y vont ensemble pour assister les victimes. D'accord, merci. Il y avait une question aussi par rapport à ce qu'on... Est-ce qu'il y a des solutions mises en place à l'endroit des groupes armés en dehors de solutions militaires? Bon, vous en avez quand même parlé, des plaidoyers pour la paix, etc. Mais est-ce que vous voyez encore d'autres choses qui pourraient être mises en place pour sensibiliser éventuellement les groupes armés, ou est-ce que c'est possible? Comme vous le voyez très bien, à notre niveau, nous ne traitons que les conséquences. Nous essayons de faire le plaidoyer, nous essayons de faire la prévention, mais avec les groupes armés, c'est pas, à notre niveau, ce n'est pas possible. Mais quand nous faisons le plaidoyer au niveau donc des organisations de la société civile de base, parce que ce sont les hommes, donc les jeunes de la communauté qui font ça. Alors, eux essayent de sensibiliser ces jeunes et leur dire que ce n'est pas bon d'entrer dans des groupes armés. Mais le comble aussi, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas d'activité. Alors là, le gouvernement devait prendre quand même... devait reprendre ses responsabilités sur ça. Comment éduquer les jeunes, les enfants, que tout le monde soit à l'école, hein, qu'ils puissent donner de l'emploi. Parce qu'il manque d'emploi, il manque à faire, il vaut mieux faire ça que rien. Voilà ce que je pourrais dire. D'accord, merci. Il y avait une autre question et un commentaire et question en même temps. C'est que malgré les enquêtes officielles, disait la personne, monsieur ou madame Bahati, j'ai l'impression que le monde ne reste pas très sensible. Croyez-vous en la solidarité internationale sur cette question? Croyez-vous que les Congolais n'en parlent pas assez? Je crois en la solidarité internationale. Mais ce qui est aussi un peu inquiétant, c'est lorsque nous essayons de voir, nous avons vu par exemple ce qui se passe en Ukraine. C'est une leçon. On a vu la solidarité internationale. Mais chez nous, presque 30 ans de souffrance, de barbarie,
nous voyons certaines organisations internationales venir nous appuyer. Et là, c'est bon, c'est une très bonne chose. Mais les résultats, 30 ans, c'est beaucoup. Nous voulons que cette solidarité internationale soit un peu encore plus forte dans leur plaidoyer. Nous voulons vraiment que ça soit plus forte. Nous sommes convoités, nous avons bien compris que ce sont les ressources minières qu'on est en train de chercher. Et comme le prix Nobel de la paix a dit, il voudrait mieux que ce soit du gagnant-gagnant, qu'on le fasse en harmonie, mais pas en tuant ou en essayant d'éliminer la nation pour s'emparer de sa richesse. Merci. Il y avait une question aussi par rapport Ça, c'est mon avis personnel. D'accord, merci. Oui. Il y avait une question un peu difficile peut-être, à laquelle c'est difficile de répondre. Quelle est l'implication du gouvernement dans ces conflits et dans surtout les solutions qu'on peut mettre en place pour le conflit? Ce que je peux dire, que le gouvernement a fait quand même un pas. Parce que la première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, à travers sa fondation, et c'est pour cela que j'ai dit qu'elle a même fait une conférence l'année passée, toujours pour réfléchir comment on devait au moins éradiquer les violences sexuelles en RDC. Et même le président Tshisekedi, il a annoncé tout haut qu'il était pour qu'il y ait une justice transitionnelle au niveau du Congo. Nous voulons à ce que cela soit maintenant fait, que ça ne soit pas seulement des choses qu'on a écrites, mais qu'on ne réalise pas. Et ça, c'est déjà un premier pas. Et nous avons beaucoup de... Donc, je peux dire que cette volonté politique, quand même, nous pousse à aller à croire qu'il y aura des changements. Mais tant qu'il y a encore la guerre, ce que nous voyons aujourd'hui au Nord Kivu nous inquiète, parce que le gouvernement, même pour arrêter ces violences, a essayé de mettre un état de droit au Nord Kivu. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et on se pose la question, est-ce que vraiment cet engagement de la part du gouvernement aura un effet positif, ou bien nous allons seulement observer que oui, on a dit, mais il n'y a rien. Voilà. D'accord. Et dans la même ligne, est-ce que vous voyez quand même un peu d'avancée pour la justice transitionnelle? Parce que c'est soutenu par le gouvernement. Est-ce qu'il y a quand même des avancées? Est-ce que ça progresse réellement? Oui, ça progresse parce que là maintenant, il y a déjà un document sur la stratégie dans le cadre de la justice transitionnelle. Il y a déjà une stratégie nationale. Au niveau donc, de notre pays, c'est déjà une avancée. Et il y a beaucoup de commissions dans le cadre de réconciliation. On le voit ensemble avec le PNUD, avec le BCNUDH aussi. Et nous pensons que ce sont des avancées. Et on attend voir les résultats. Et même le président a promis son engagement dans le cadre de la réparation, pour réparer les victimes. Et là, ça serait vraiment une très bonne chose pour nous. D'accord, merci. Et concernant un peu l'aspect médico-légal aussi, il y avait une question. Est-ce que vous avez, c'était plus précis, des tests ADN disponibles avec les auteurs civils, par exemple? Au niveau de Panzi, nous n'avons pas encore de tests ADN, mais au niveau national à Kinshasa, dans une conférence, on m'a fait entendre qu'il y avait des tests ADN, mais nous, personnellement, je n'ai pas encore vu. Mais à Panzi, on n'a pas encore de tests d'ADN, mais nous, on aimerait qu'on ait quand même ces tests. Ce serait vraiment très intéressant. Oui. OK. Alors, au niveau pratique, il y a quelqu'un qui se posait la question de savoir comment les victimes de violences arrivent-elles, entrent-elles en contact avec l'équipe de Panzi pour recevoir l'assistance? Voilà, est-ce que, surtout dans les endroits très reculés, comment ça se passe? Comme je l'ai dit, la Fondation Panzi travaille avec les organisations de la société civile de base. D'ailleurs, ces organisations font un bon travail. Ils sensibilisent au niveau de la communauté. Et dès qu'il y a un cas, même avec d'autres ONG locales, ils essaient d'appeler Panzi. Si c'est vraiment dans un endroit reculé, Panzi met tous ses moyens pour aller chercher les victimes.
soit nous avons d'autres organisations locales qui ont le moyen de transférer les cas jusqu'à Panzi. Voilà. D'accord. Alors, il y avait des questions par rapport aux sensibilisations et par rapport à la communauté, le volet communautaire. Est-ce que les sensibilisations que vous réalisez vont dans le sens d'un changement de comportement de la communauté vis-à-vis des victimes ou pour que la victime accepte son statut de survivante pour mieux faire face à la communauté? Bon, au fait, ce que je peux dire par rapport à notre intervention au niveau de la communauté, c'est que, excusez-moi, je suis en train de penser à ma réponse. Oui, c'est que la Fondation, comme je l'ai dit, travaille avec les organisations locales. Mais la méthodologie, c'est juste de voir comment on pourrait traiter la question du genre. Parce qu'avec nos us et coutumes, la femme, de fois, est considérée comme un objet. Alors, ce sont ces genres de questions, hein? Donc, questions sur le genre, masculinité. On essaie un peu de vulgariser les instruments normatifs de promotion des droits humains des femmes. Et on essaie un peu de voir, de parler sur les changements de mœurs, de comportement et la compréhension des droits humains et particulièrement le droit des femmes. Ce sont toutes ces questions qu'on essaie de débattre aussi dans la communauté et que la communauté donne ses propres solutions pour qu'il y ait la paix, pour qu'il n'y ait pas donc des atrocités dans la communauté, parce qu'avec les groupes amis, ce sont les jeunes même aussi de la communauté qui sont en train de faire ça. Oui. Oui, je pense que c'est vraiment un volet essentiel, hein, parce que quelqu'un Oui. posait aussi la question, comment est-ce qu'on peut prévenir les violences à la source, quoi. Donc, c'est un changement de comportement aussi au niveau de la communauté au sens large. Et donc, ça, c'est vrai que la masculinité positive, c'est sûrement un volet à développer, les questions de genre, à essayer de faire comprendre à la communauté, n'est-ce pas? Ouais. Oui, Alors, oui. Et surtout oui. aussi lorsqu'on parle avec les leaders locaux, hein, les leaders communautaires, les Ouais. religieux, les chefs coutumiers aussi qui ont pris l'engagement vraiment de mettre une ligne rouge lorsqu'il y a violence sexuelle. Et je pense que cela aide à prévenir tout cela dans la communauté. Il y avait aussi, merci, hein, une question par rapport à quelles sont, selon vous, les grandes priorités pour améliorer l'assistance et la prise en charge globale des victimes en RDC? Bon, les grandes priorités, je pense que nous avons, Panzi a eu une expérience de longues années. Et même cette prise en charge holistique n'est pas venue d'un coup. Pour nous, on pensait que c'était juste une prise en charge médicale et c'est fini. Et puis on dit, ah non, il faut aussi l'assister sur le plan psychologique. Oh non, ça ne suffit pas. Il faut l'assistance légale. Non, ça ne suffit pas. La femme est extrêmement pauvre. Il faut aussi comment on va la réinsérer dans la communauté. Comment on va parler à la communauté pour qu'elle reçoive cette femme victime de violences sexuelles. Donc là, pour nous, c'est une prise en charge holistique centrée, j'insiste, sur la victime. Comme ça, la victime, on pourra répondre au mieux, au cas par cas, par rapport aux besoins réels de la victime, afin qu'elle puisse, que sa dignité soit restaurée. Et quand on parle beaucoup plus de la restauration de la dignité, lorsqu'on prend le volet psychosocial, ça peut prendre autant d'années, hein, autant d'années, donc on est obligé d'assister. Et c'est ainsi que nous voulons à ce que dans toutes les structures sanitaires, que la prise en charge holistique soit incorporée dedans, dans les services de santé sexuelle et reproductive. Et comme ça, la femme aura accès facilement à ce service parce que c'est le guichet unique. Elle pourra répondre à tous ces problèmes parce qu'il n'y a pas seulement les violences sexuelles en période de conflit. On peut aussi avoir des violences commises par des partenaires intimes en période de non-conflit. Par exemple, du côté de l'ouest de notre pays, comme Kinshasa, on a beaucoup plus de violences commises par des partenaires intimes. Voilà. Mais oui, donc la prise en charge psychosociale, en plus de la prise en charge médicale, est vraiment essentielle. Et
encore, concernant la prise en charge, il y avait une clarification demandée. La maison de sécurité pour les survivantes à Panzi, elle fait partie de l'offre de service ou elle est indépendante? Elle fait partie de l'offre de services. Vraiment, elle fait partie de l'offre de services parce qu'il y a 2 fois, le bourreau essaie vraiment de menacer donc la victime. Alors là, on protège la victime. Et même lorsqu'on a des audiences foraines, on doit aussi protéger les victimes. Lorsqu'on doit les amener de très loin, ils ont quand même un hébergement sécurisé jusqu'à ce que le jugement soit clôturé. Merci beaucoup. Enfin, on va bientôt s'arrêter, mais j'avais encore une question donc, qui est liée un peu à ça. Quand bon, votre modèle, bon, c'est une prise en charge holistique, c'est de grosses structures. Est-ce que vous avez des exemples quand même en RDC où il y a une collaboration avec des associations locales qui prennent en charge une partie des soins et donc avec lesquelles la structure de santé peut collaborer? Ou ce modèle-là, vous n'avez pas d'exemple en RDC et où vous pensez que ça ne fonctionnera pas? Est-ce que vous avez des exemples où, par exemple, il y a un centre de santé ou un hôpital qui travaille en collaboration avec des associations locales de justice, de prise en charge sociale, etc., ou psychologique, et où ça marche? Effectivement, ça existe. Effectivement, ça existe. Le problème est que c'est de comprendre les circuits. Hein, c'est qu'on est dans une communauté, la victime est référée dans un centre de santé. Là, on a par exemple une assistante psychosociale. Bon, puisqu'elle est limitée, on aura besoin d'un psychologue. Est-ce qu'au niveau de la zone ou de l'hôpital général de référence, on a un psychologue qui appuie? Et au niveau de cette communauté, est-ce qu'on a une clinique juridique? N'est-ce pas? Ou soit si nous avons des parajuristes qui peuvent déjà commencer à collecter des informations jusqu'à faire remonter au niveau de la justice, vous comprenez? Est-ce que dans cette communauté, nous avons des associations qui peuvent assister sur le plan économique? Donc, c'est ça, c'est cette prise en charge holistique. Et si j'insiste sur cette prise en charge holistique, parce que les pays membres de la CIRGL, ils ont ratifié, ils ont tous promis et dire que dans tous ces pays-là, les pays de la région des Grands Lacs, il faut qu'il y ait la prise en charge holistique. Donc, chaque pays est dans l'obligation de mettre cette prise en charge holistique. Nous voyons cette prise en charge. Il est au Rwanda, cette prise en charge. Il a commencé au Rwanda bien avant. Il est aussi au Burundi, mais pas beaucoup. Maintenant, en Centrafrique, le Sud-Soudan, il a commencé, mais timidement, mais n'a pas encore réalisé ça correctement. Il y a la Zambie, donc c'est comme ça un peu, mais on a résolu vraiment, c'est que pour répondre mieux aux besoins des survivants, il faut cette prise en charge holistique centrée sur les survivants. Thérèse, oui, on oui, t'entend plus. voilà, Ouais, voilà, ouais. voilà, voilà. Merci. Je pense qu'on arrive tout doucement au bout de notre entretien. J'ai essayé en tout cas de modérer et de répondre à la plupart des questions. Je crois que, excusez-moi s'il y en a une ou deux qui n'ont pas été demandées, mais c'est pour ne pas aller au-delà du temps imparti. Et voilà, je voudrais vraiment remercier Dr Christine pour son engagement et je veux dire son énergie dans ce domaine où il en faut beaucoup. Et c'est vrai qu'il faut aussi réfléchir toujours au niveau des prestataires, comment leur donner un moment pour s'exprimer, essouffler. Et c'est vrai, vous en avez parlé, parce qu'il y a les victimes, bien sûr, qui sont au centre du tableau, mais il faut aussi penser aux prestataires qui doivent continuer un travail efficace. Et donc, parfois, ils ont besoin de renforcement positif et de discussion et de prise en charge parfois aussi un peu psychologique, n'est-ce pas? Donc, Christine, vous voulez peut-être donner le mot de la fin avant que Charlotte ne conclue? Bon, comme mot de la fin, pour moi, c'est seulement un cri d'abord d'alerte, d'alarme, où à travers l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, si vous pouvez faire un plaidoyer, que ce soit à n'importe quel niveau, afin que cela s'arrête au Congo. Nous avons qu'il y a des multinationaux qui sont derrière tout ça, et je pense qu'il faut que le temps soit fort.
Hein, nous voulons que le ton soit fort. Et deuxièmement, je remercie l'Institut de médecine tropicale. C'est vrai que j'ai fait mon master là-bas. J'ai beaucoup appris et c'est pour cela que je me sens toujours à l'aise dans mon travail par rapport à tout ce que j'ai appris. Et merci à l'Assemblée qui a suivi ce que donc, nous avons donné comme expérience de notre travail. Merci. Oui, oui, merci beaucoup. Les participants et participantes et pour aussi l'intérêt et les questions posées qui montrent cet intérêt et qui est très, très essentiel pour la lutte et l'élimination des violences. Hein. Charlotte, à toi. Oui, tout à fait. Bon, juste pour remercier tout le monde, hein. Christine, merci pour le partage et ce témoignage qui arrive dans le visage quand même, hein, quand on voit les chiffres. Merci à Thérèse aussi pour la modération. Merci à Yves pour le soutien technique. Merci aux auditeurs, effectivement, aussi pour les questions. On voit bien qu'il y en a pas mal qui restent encore, désolé, comme Thérèse a dit, et ça nous fera réfléchir effectivement à encore organiser des webinaires qui touchera et qui portera sur les mêmes thématiques. Voilà, je vous prie effectivement, comme vous voyez, de remplir le questionnaire. Ça nous permettra de prendre votre feedback en compte. Entre-temps, voilà, nous allons prendre un petit break pendant l'été et on sera de retour avec d'autres webinaires à partir de septembre. Donc voilà, merci à tout le monde et entre-temps, comme toujours, restez sains et saufs et au plaisir de vous retrouver en septembre. Merci beaucoup. Merci Charlotte pour l'organisation de Charlotte, merci Thérèse. Merci à tous les webinaires. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.